Eve Capello, je vais vous passer la parole pour avoir le regard de la chercheuse, de l'enseignante sur les évolutions de l'encadrement. Alors peut-être d'abord quand même savoir si vos étudiants, cette génération Y, donc j'imagine, ou peut-être même la génération Z, peut-être derrière, est-ce qu'ils sont, est-ce que vous les voyez avec ces attentes-là qui viennent d'être décrites, est-ce que vous les sentez prêts à être des cadres d'un genre un peu nouveau de ce qu'étaient leurs parents? C'est-à-dire que moi j'ai des étudiants un peu particuliers, je ne sais pas si vous savez, mais, parce que moi j'ai des étudiants qui font une spécialisation qui s'appelle Alternative Management. D'accord. Et en fait ce sont des étudiants qui sont en recherche de d'autres formes de management, donc qui eux-mêmes sont un peu dans une relation critique avec le management qu'ils ont pu expérimenter souvent dans leurs années de césure. En fait à HEC ils font 2 années de formation management, puis une année de césure dans laquelle ils ont souvent 2 stages dans des entreprises assez classiques. Et souvent, enfin on peut dire que la moitié des étudiants qui viennent chez moi, à l'occasion de cette expérience, se disent mais il faut que nous réfléchissions sur les pratiques de management. Voilà. Donc les miens sont un peu particuliers, je ne me lancerai pas dans un diagnostic général des étudiants d'HEC. Voilà, je suis désolée. Est-ce que votre filière gonfle d'année en année? On pourrait en parler, mais donc, ces étudiants qui sont, qui sont dans une réflexivité critique par rapport aux entreprises ont beaucoup de possibilités en fait. Ils peuvent faire énormément de choses. Il y a une grande ouverture. C'est devenu HEC est devenu un monde d'opportunités en fait. Et donc ils peuvent venir chez moi pour faire des choses très sérieuses. On va réfléchir à la rénovation du management, mais ils peuvent aussi partir à l'étranger, dans plein de destinations et faire toutes sortes de choses. Donc vous m'entendrez pas. Donc voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, oui, donc moi, il y avait 3 questions en fait, les fameux 3 enjeux qui sont, je les reprends, la question de l'évaluation, la question de l'apprentissage du management et la question des carrières. Et en fait, qui était posée en préambule, moi je pense qu'on peut lier en fait les 3 questions. C'est-à-dire qu'il me semble que depuis 20-30 ans, on a assisté, alors c'est un gros mot, c'est un mot qui est, à une forme de dérégulation en fait des carrières. On a dérégulé plein de choses, mais on a aussi dérégulé les carrières, en tout cas chez les vieilles dames des grandes entreprises françaises, qui avaient des carrières régulées avec des services, des filières et des réseaux RH assez forts, qui étaient d'ailleurs des réseaux RH assez forts parce qu'il y avait aussi des syndicats assez forts. Et donc, il y avait une histoire dans ces vieilles dames, dans ces grandes entreprises, où il y avait un souci très fort, en tout cas, d'équité, de justice dans la gestion des carrières, qui créait aussi une forme de rigidité. Alors, ce à quoi on a assisté, en fait, sur ces dernières décennies, c'est à une ouverture très importante, évidemment, des possibles de carrière, mais aussi à une réduction, en fait, des contraintes, et notamment des procédures et de la bureaucratie qui assurait certaines formes de justice. Et puis il y a l'arrivée de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur par exemple, des télécoms, de l'informatique, des entreprises qui n'existaient pas, qui n'ont donc pas ce passé très important d'une filière RH et qui, c'est très étonnant, se sont montées avec quasiment une absence de DRH. Et donc on a aussi des entreprises où il n'y a pas de régulation en fait, par un tiers de ressources humaines qui est très peu puissant et très peu présent en fait. Et d'ailleurs on s'aperçoit sur une tendance assez lourde que ce sont des fonctions en entreprise qui sont de moins en moins puissantes en fait. Les RH sont de plus en plus relégués. Alors face à ce système, à cette évolution en fait de la gestion des carrières, qui a aussi répondu sans doute aussi à un besoin des salariés, on a assisté à plusieurs phénomènes. Tout d'abord, une montée de la gestion des carrières par les supérieurs hiérarchiques, avec le système des entretiens d'évaluation, et puis une montée de la gestion des carrières par des mises en place de systèmes marchés, en fait, avec c'est plus transparent, c'est vrai. On n'entend pas, si, voilà. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc avec des systèmes de marché, on publie des postes. On le voit très bien dans les grandes entreprises informatiques où il y a très peu de RH. On publie des postes. On ne veut vraiment pas que je parle. Je vous propose de prendre ça. Où des postes sont publiés.
Et ensuite, il n'y a pas de prise en charge. En fait, le cadre se dit, j'aimerais bien candidater, mais comment je fais? Alors, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive à Dublin. Il écrit à Dublin. Et puis, en revanche, son supérieur hiérarchique, lui, ne veut pas laisser partir. Il n'y a pas de régulation RH. Et nous, on les voit en formation permanente, ces cadres-là. Et on se retrouve par un mélange de marché et de réseautage, en fait. C'est-à-dire, pour arriver à faire des carrières dans ces entreprises où il n'y a pas de régulation, on peut dire ça par les systèmes de RH, eh bien, il faut avoir des appuis assez forts qui ont été construits, en fait, au cours de la vie professionnelle. Voilà. Alors, ces évolutions dans la gestion des carrières, elles posent évidemment des questions de justice, d'équité, parce que derrière la question de l'évaluation, il y a aussi cette question, et du coup, il faut se réfléchir à comment, en fait, c'était une de vos questions, comment on peut construire une objectivité de l'évaluation. Et alors là, les chercheurs, je pense notamment à un chercheur qui s'appelle Ted Porter, qui a travaillé là-dessus, nous dit en fait il y a deux grandes formes d'objectivité. Il y a ce qu'il appelle l'objectivité mécanique, ça suppose en fait un jugement, c'est l'exercice du jugement, un jugement qui est reproductible et qui est quasiment mécanisé, avec des règles très très claires. Et l'objectivité, en fait, là, c'est tout simplement que n'importe qui referait le même jugement dans la même situation. Voilà. Donc ça, c'est la première formule. Alors c'est pour ça qu'on assiste à cette inflation de chiffres. Le problème, c'est qu'on a une inflation de chiffres, mais on n'a pas les règles d'objectivation, qui vont avec. C'est-à-dire que on a des chiffres, mais d'abord on a des chiffres qui ne sont pas forcément très adéquats. Ensuite, on a des notations, notamment avec la gestion des compétences sur est-ce que cette personne est engagée dans son travail. Voilà. Alors on va produire du chiffre, on va lui mettre 5, on va lui mettre 4, mais ce n'est pas du tout un chiffre de même nature, d'une objectivité mécanique, reproductible, il suffit que quelqu'un d'autre note et le chiffre sera différent. Mais on a une impression de justice parce que c'est quantifié. Et ensuite, on n'a quasiment pas de règles qui fixent les modalités à la fois d'interprétation et les modalités qui concernent les conséquences de cette évaluation. C'est-à-dire quelles sont les règles d'interprétation, et comment, à partir d'une évaluation donnée, quelles sont les conséquences, est-ce que les règles sur les conséquences sont claires en termes de rémunération, de carrière, etc. Donc on est dans une sorte de semblant d'objectivité mécanique sans le reste de l'objectivité. Alors, donc là, on peut dire que ça ne marche pas très bien. L'autre forme d'objectivité, et là on va rejoindre la formation management, c'est l'objectivité disciplinaire, ou on pourrait dire professionnelle. Donc ça, c'est une autre forme de qualité du jugement qui est construite à l'occasion d'un compagnonnage avec des professionnels et sur un entraînement, en fait, sur le métier. Où en fait, on saurait, si on veut faire une bonne évaluation du travail, il faudrait être entraîné à cette évaluation du travail, comme un médecin s'entraîne au diagnostic pendant ses années de formation. On ne lâche pas un médecin de la cour de l'école, certes de médecine, directement dans un cabinet. Il va faire un certain nombre d'années où il va compagnonner, il va être supervisé par quelqu'un qui va lui apprendre à faire des diagnostics. Voilà. Et à l'issue de ça, on espère que son diagnostic médical sera à peu près correct. Et en fait, cette objectivité qui est aussi valable, qui suppose un accord en fait d'un corps professionnel sur une évaluation, eh bien, on ne s'est pas donné non plus les moyens en management de la construire. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, sur les entretiens d'évaluation, on a un petit manuel. Vous recevez, la première fois que vous évaluez quelqu'un, vous recevez l'article d'évaluation et le manuel qui vous dit il y a 3 étapes. Voilà, et puis c'est tout. Alors vous retrouvez avec le manuel, vous devez appliquer le manuel, alors si vous êtes un cadre discipliné, mais c'est la première fois que vous le faites. Vous n'êtes quasiment pas supervisé pour le faire, et voilà, etc. Et donc il n'y a aucun entraînement, et du coup on est dans une situation où la qualité du jugement et la justice du jugement, l'objectivité du jugement est foncièrement en difficulté, et c'est d'autant plus regrettable qu'il n'y a plus de régulation de ce jugement. Donc on est dans une augmentation extrêmement importante en fait de l'arbitraire, en fait, voilà, sous le couvert de chiffres qui en fait est une singerie d'objectivité. Voilà. Donc face à ça,
donc c'est pour lier les trois questions. Donc il me semble qu'il y a plusieurs choses à faire, hein, puisque un des enjeux, ça serait donc de réduire cet arbitraire. Donc en termes de formation, puisque j'ai cru comprendre que c'était un des rôles qu'on me faisait jouer aujourd'hui, en termes de formation, ça voudrait dire une connaissance des règles, qui semblerait le minimum et y compris des règles de droit, c'est-à-dire une formation au droit du travail, ce qui n'est pas complètement aberrant, c'est-à-dire qu'on a des managers qui ne connaissent pas le droit du travail, y compris celui qui s'applique à eux-mêmes. Donc c'est pas tout d'avoir des règles, et si elles ne sont pas appliquées, si personne ne les fait respecter, évidemment, ça ne sert à rien. Et ensuite, la construction, si nous décidons de ne plus gérer les carrières avec les anciens processus bureaucratiques, mais les gérer avec de l'évaluation managériale, à ce moment-là, il est indispensable de construire cette objectivité professionnelle, ou de construire, moi je suis moins fan de ça, mais une vraie objectivité mécanique à ce moment-là, avec des règles affichées, discutables, qui rend l'évaluation reproductible. Bon, ce qui nous ramène un peu à de la bureaucratie, hein, cela dit. Voilà. Et troisième point, il faudrait retrouver une fonction RH qui est capable d'être un tiers dans ces questions-là. Un tiers dans la relation entre le cadre et son supérieur hiérarchique, et un tiers dans l'organisation des carrières, sachant que c'est une fonction qui est quand même en crise. Voilà. Ça c'était pour. Est-ce que j'ai encore 5 minutes ? Non, pas 5 minutes, j'ai 2 minutes. Vous aurez l'occasion. Voilà, alors j'arrête, donc j'aurais répondu aux questions. Non, mais j'ai beaucoup. Pourquoi ?